Un enfant a tué sa mère simplement parce qu'elle commençait à l'énerver. Un autre adolescent, qui détestait tout simplement les lundis, a pris son cadeau d'anniversaire, l'a équipé d'une lunette de visée et s'est livré à un carnage dans l'école primaire voisine. Si vous retenez quelque chose de cette vidéo, que ce soit ceci, le mal n'a pas d'âge. Ces enfants ont une chose en commun. Ils ont été condamnés à perpétuité. Tout d'abord, nous nous rendons au tribunal du comté de Waukesha, où Morgan Geyser et Anissa Weier sont accusés de tentative d'homicide volontaire au premier degré et de tentative d'homicide au second degré. En 2014, un crime effrayant a choqué la petite ville de Waukesha, dans le Wisconsin. Deux jeunes filles de 12 ans, Morgan Geyser et Anissa Weier, ont attiré leur camarade de classe Peyton Leutner dans les bois et l'ont poignardé à 19 reprises. Leur motif ? Apaiser le personnage d'horreur fictif, Slender Man. Au tribunal, Anissa a décrit leur plan. Morgan Geyser, aujourd'hui âgé de 15 ans, a comparu devant le tribunal en 2017. Lorsque le juge Michael Boren lui a demandé de raconter les événements de cette journée, elle a fondu en larmes. Les mains tremblantes et les yeux remplis de larmes, Morgan a décrit comment elle a plaqué et poignardé son ami à plusieurs reprises. Elle raconte, la voix brisée. Lorsqu'on lui a demandé combien de fois elle l'avait fait, elle a répondu « 19 ». Les enquêteurs ont révélé qu'après l'attaque brutale, Geyser et Weier ont laissé Peyton en sang dans les bois. Par miracle, Peyton a survécu en rampant jusqu'à une route voisine, où un cycliste l'a trouvé. La procédure judiciaire a révélé la profondeur des délires des jeunes filles. Elles pensaient qu'elles devaient tuer Peyton pour devenir les mandataires de Slender Man et protéger leur famille. Slender Man, un personnage né d'une histoire d'horreur en ligne, s'était emparé de leurs jeunes esprits d'une manière terrifiante. Slender Man est apparu en 2009 à la suite d'une publication en ligne sous la forme d'un être mystérieux. Des passionnés ont commencé à modifier son image dans des scènes de la vie quotidienne, montrant souvent des enfants en train de jouer. Slender Man est généralement représenté comme une grande silhouette arachnéenne, vêtue d'un costume noir et dont le visage blanc est dépourvu de traits. Ses adeptes le considèrent soit comme une force maléfique, soit comme un ange vengeur. Les avocats de Morgan Geyser ont soutenu devant le tribunal qu'elle souffrait de schizophrénie et d'un trouble psychotique, des affections qui la rendent sujette au délire et aux croyances paranoïaques. Un psychiatre a déclaré que Madame Geyser croyait pouvoir communiquer par télépathie avec Slender Man et prétendait voir et entendre d'autres personnages de fiction, notamment des licornes et des personnages des séries Harry Potter et Teenage Mutant Ninja Turtles. Elle croyait également qu'elle possédait un contrôle mental vulcain. Lors de l'audience de plaidoirie, Morgan Geyser a plaidé coupable de tentative d'homicide volontaire au premier degré, mais n'a pas été condamnée à une peine de prison. Au lieu de cela, elle restera dans un hôpital psychiatrique dans le cadre de son accord de plaidoyer. Sa co-accusée, Anissa Weier, a également reconnu son rôle et doit purger une peine d'au moins 3 ans dans un établissement psychiatrique. La famille de Peyton Leutner a publié une déclaration dans laquelle elle exprime son soulagement que l'affaire n'ait pas été portée devant les tribunaux. Elle a qualifié Peyton de survivante héroïque, soulignant qu'elle n'est plus une victime. Si vous pensez que 2 enfants tuant leur ami à cause d'un personnage de fiction est la pire chose que vous puissiez entendre, vous vous trompez. Vous vous trompez, car il y a des choses encore plus horribles. Notre prochain enfant s'est lancé dans une fusillade, juste parce qu'elle détestait les lundis. Nous sommes à la Cour supérieure de Santa Ana, où Brenda Spencer est inculpée en tant qu'adulte et a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation de meurtre et d'agression avec une arme mortelle pour la fusillade de 1989 à l'école primaire Cleveland de San Diego, en Californie. Le 29 janvier 1979, Brenda Spencer, 16 ans, armée du fusil et de la lunette que son père lui avait offerts à Noël, a commencé à tirer sur les élèves qui se rendaient à l'école primaire située juste en face de chez elle, sur Lake Atlin Avenue. Parmi ses victimes se trouvait le principal Burton Ragg, qui a été tué en essayant de protéger les enfants. Spencer a tiré 36 balles au total, touchant 11 personnes, 8 enfants et 3 adultes. Tragiquement, le principal Ragg et le gardien Mike Suchar ont perdu la vie, tandis que les autres, dont l'officier de police de San Diego Robert Robb, ont survécu à leurs blessures. La fusillade a duré environ 20 minutes, au cours desquelles Spencer a tristement déclaré à un journaliste par téléphone qu'elle avait tiré parce que je n'aime pas les lundis. J'ai fait ça parce que c'est un moyen de se remonter le moral. Cette remarque désinvolte a inspiré plus tard le tube I Don't Like Mondays du groupe de rock irlandais The Boomtown Rats. L'ancien avocat de Spencer l'a décrite comme une adolescente perturbée, issue d'un foyer brisé, souffrant d'un père violent, consommant de la drogue et profondément hostile aux autorités et à la société en général.
L'affrontement avec le SWAT a duré plus de 6 heures, au cours desquelles les agents ont découvert environ 200 munitions non utilisées dans sa maison. La salle d'audience était bondée, l'atmosphère lourde d'anticipation et le poids des 2 vies perdues et des autres blessés irrémédiablement modifiés. Le fusil, les cartouches usagées, les récits des témoins oculaires et les paroles incriminantes de Spencer pendant le siège. L'accusation a soutenu qu'il s'agissait d'un acte délibéré, d'une décision calculée visant à provoquer le mal et le chaos. Au fil du procès, l'accusation a démonté les arguments de la défense, soulignant la gravité du crime et la nécessité de rendre justice aux victimes et à leurs familles. Elle a fait valoir que, indépendamment de son âge ou de sa santé mentale, Spencer savait distinguer le bien du mal et a choisi de commettre une atrocité. La défense, quant à elle, a continué à insister sur le passé trouble de Spencer, sur son absence d'intention de tuer et sur son besoin d'aide psychiatrique. Elle a fait valoir que la prison à vie serait une peine injuste pour une jeune fille qui avait été déçue par les adultes qui étaient censés la protéger. De condamner Brenda Spencer à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle ou d'envisager la possibilité d'une réhabilitation. Le public était divisé sur la question de savoir ce que devait être la justice pour Brenda Spencer. Elle a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans. Spencer a très peu réagi à sa condamnation. Mais lors d'entretiens ultérieurs, elle a déclaré qu'elle avait perdu connaissance pendant toute la durée de la fusillade. Alors que Spencer attribue le meurtre à la drogue et à l'alcool, notre prochain cas concerne un enfant qui en a eu assez que sa mère le frappe et qui a décidé d'en finir avec elle, de façon permanente. Nous entrons ensuite dans le tribunal de Volusia, en Floride, où Gregory Ramos, 17 ans, a plaidé coupable de meurtre au premier degré, d'abus sur un cadavre et de falsification de preuves dans le cadre du décès de sa mère, Gail Clevenger. Le 2 novembre 2018, Gregory Ramos, 15 ans, s'est disputé avec sa mère, Gail Clevenger, au sujet de ses notes à l'école. La dispute a dégénéré, conduisant Ramos à l'étrangler à mort. Après le meurtre, l'adolescent de Floride a appelé 2 de ses amis pour qu'ils l'aident à enterrer le corps de sa mère et à organiser un cambriolage dans leur maison. Ramos a ensuite appelé le 911, affirmant qu'il était rentré chez lui pour découvrir que la maison avait été cambriolée et que sa mère avait disparu, bien que sa camionnette soit toujours en marche dans l'allée. Cependant, les inspecteurs ont rapidement remarqué des incohérences dans les récits de Ramos et de ses amis. Interrogé par la police, Ramos a fini par avouer le crime, révélant la vérité choquante derrière la mort de sa mère. Après avoir d'abord nié son implication, Gregory Ramos a soudainement craqué et a commencé à révéler le véritable déroulement des événements aux inspecteurs. Puis, d'une manière extrêmement calme, Ramos a poursuivi en décrivant comment il avait déposé la brouette dans un endroit quelconque, avant de retourner à l'église où il a commencé à creuser un trou pour se débarrasser du corps en décomposition de sa mère. Il a insisté auprès des inspecteurs sur le fait que son crime était un acte impulsif, motivé par le fait d'avoir été battu à mort. En décembre 2020, Ramos a plaidé coupable de meurtre au premier degré, d'abus de cadavre et de falsification de preuves. Au cours de la cérémonie, les membres de la famille ont prononcé l'éloge funèbre de sa mère. Mais c'est ce qu'a fait sa grand-mère pendant la cérémonie qui nous a fait fondre. Le mois suivant, en janvier 2021, le jeune homme de 17 ans a été condamné à 45 ans de prison, la peine devant être réexaminée au bout de 25 ans en raison de son statut de mineur au moment de la condamnation. Malgré son comportement froid et apparemment sans remords lors de ses premiers aveux, l'avocat de Ramos, Matthew Phillips, a déclaré au cours de la procédure judiciaire « He is extremely remorseful and he regrets his actions ». Bien que Greg Ramos ait eu des remords et ait affirmé qu'il avait agi sur le moment, notre prochain enfant voulait simplement tuer des gens pour le plaisir. En septembre 1998, Kip Kinkel a été inculpé de 4 chefs d'accusation de meurtre aggravé et de 26 chefs d'accusation de tentative de meurtre aggravé. En septembre 1998, Kip Kinkel a avoué les meurtres brutaux de ses parents le 20 mai 1998. Le lendemain, il est entré dans la cafétéria du lycée Thurston et a ouvert le feu avec un fusil semi-automatique, tirant 50 balles. L'attaque a entraîné la mort de 2 élèves, Ben Walker, 16 ans, et Michael Nicholson, 17 ans, et 25 autres personnes ont été blessées. Kinkel a été inculpé de 4 chefs d'accusation pour meurtre aggravé et de 26 chefs d'accusation pour tentative de meurtre aggravé, ce qui inclut les étudiants blessés et l'agression d'un inspecteur de police qui a suivi. Au cours de l'interrogatoire qui a suivi, Kip Kinkel a sangloté et a déclaré qu'il n'avait pas d'autre choix. En novembre 1999, Kip Kinkel a fait l'objet d'une audience de 6 jours qui devait déterminer son sort pour les actes horribles qu'il avait commis en mai 1998. L'audience, qui s'est tenue au tribunal itinérant du comté de Lane, a été présidée par le juge Jack Mattison et a donné lieu à un examen approfondi des crimes de Kinkel, de sa santé mentale
et de l'impact profond sur les victimes et leurs familles. Au cours de la procédure, les enquêteurs et les témoins oculaires ont raconté les détails effrayants du carnage de Kinkel. La salle d'audience a également été le théâtre de débats sur la santé mentale de Kinkel. Les avocats de la défense ont soutenu que Kinkel, qui avait 15 ans au moment des faits, souffrait d'une grave maladie mentale. Ils ont présenté des témoignages d'experts suggérant que ces actes étaient motivés par la psychose et la paranoïa, conditions qui devraient être prises en compte dans la détermination de sa peine. Cependant, l'accusation a répliqué en présentant clairement la nature calculée des crimes de Kinkel. Elle a insisté sur le caractère prémédité des meurtres de ses parents et de la fusillade de l'école, arguant que l'état mental de Kinkel ne l'exonérait pas de la responsabilité de ses actes. L'audience a également permis aux victimes et à leurs familles de partager leur angoisse et leur chagrin. Des déclarations déchirantes ont décrit la douleur et la perte qu'ils ont subie, soulignant l'impact profond et durable de la violence de Kinkel sur la communauté. Lorsque le juge Mattison a prononcé la sentence, la salle d'audience était tendue. Kinkel a été condamné à plus de 111 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Cette peine reflète la gravité de ses crimes et la détermination du juge à ne jamais laisser Kinkel réintégrer la société. La réaction de Kinkel à sa condamnation à la réclusion à perpétuité était empreinte d'une détresse visible. Tout au long de l'audience, il est resté silencieux, montrant parfois des signes de tension émotionnelle. À la lecture de la sentence, il a semblé s'effondrer, sanglotant ouvertement dans la salle d'audience. Notre prochain Kid ne pouvait pas faire la différence entre la vie réelle et la fiction. Ainsi, en essayant d'imiter ce qu'il voyait dans la WWE, il a tué une fille qu'il était censé garder. Nous sommes au tribunal du comté de Broward, où Lionel Tate est accusé du meurtre au premier degré de Tiffany Eunick. Lionel Tate n'avait que 12 ans lorsqu'il a commis un crime qui allait choquer la nation. Le 28 juillet 1999, Tate a brutalement battu à mort Tiffany Eunick, 6 ans, dans sa maison du comté de Broward, en Floride. Tate, qui était gardé par la mère d'Eunick, a prétendu qu'il imitait des mouvements de catch professionnels lorsque l'incident fatal s'est produit. Cependant, la gravité des blessures de Tiffany est tout autre. Le médecin légiste a indiqué qu'elle souffrait d'une fracture du crâne, d'une lacération du foie et de multiples autres blessures, ce qui indique un niveau de force incompatible avec le jeu. En 2001, à l'âge de 14 ans, Lionel Tate a été jugé comme un adulte pour meurtre au premier degré. Sa comparution devant le tribunal a attiré l'attention des médias, non seulement en raison de la brutalité du crime, mais aussi de son jeune âge. Dans la salle d'audience, Lionel Tate est apparu petit et vulnérable, ce qui contraste fortement avec la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il était assis tranquillement, regardant souvent vers le bas, tandis que les arguments juridiques et les témoignages se déroulaient autour de lui. Malgré l'argument de la défense, selon lequel Lionel Tate n'avait pas l'intention de tuer Eunick et qu'il s'agissait d'un accident tragique, le jury l'a reconnu coupable de meurtre au premier degré. Le 9 mars 2001, Lionel Tate a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui fait de lui la plus jeune personne de l'histoire moderne des États-Unis à recevoir une telle peine. La réaction de Tate à sa condamnation a été un mélange de choc et d'incrédulité. Lorsque le juge Joel Lazarus a prononcé la peine de prison à perpétuité, Tate a fondu en larmes, sanglotant de manière incontrôlable. Sa mère, qui était présente dans la salle d'audience, a également pleuré à chaudes larmes. La dure réalité de passer le reste de sa vie en prison a frappé Tate de plein fouet, et son effondrement émotionnel a mis en lumière l'intersection tragique entre l'innocence de l'enfance et les graves conséquences de ses actes. Cette condamnation a déclenché un débat national sur l'opportunité de juger et de condamner des enfants comme des adultes. De nombreuses voix se sont élevées pour dire que Tate, compte tenu de son âge et des circonstances du crime, aurait dû être traité dans le cadre du système de justice pour mineurs. En 2004, une cour d'appel a annulé sa condamnation au motif que son aptitude mentale n'avait pas été correctement évaluée avant le procès. En conséquence, Tate a été libéré dans le cadre d'un accord qui prévoyait 1 an d'assignation à résidence et 10 ans de mise à l'épreuve. Le cas de Tate reste un exemple parfait de la difficulté de la justice des mineurs. Alors que Lionel a tué l'enfant qu'il gardait, notre prochain enfant a tué la personne qui le gardait à l'école, son professeur. Lors d'une journée sombre et tendue au palais de justice du comté de Jefferson à Fairfield, dans l'Iowa, Willard Miller a été confronté à l'aboutissement de ses actes lorsqu'un juge lui a infligé une peine d'emprisonnement à perpétuité. L'audience de détermination de la peine, qui a duré plus de 7 heures, a constitué le dernier chapitre de l'affaire tragique de Noema Graber, une enseignante de 66 ans brutalement battue à mort alors qu'elle se promenait dans un parc l'après-midi. En avril, M. Miller et son co-accusé, Jeremy Goodale, avaient plaidé coupable pour le meurtre de 2021. Un silence pesant s'est installé dans la salle d'audience lorsque le juge Sean Showers s'est adressé à Miller.
Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, les procureurs ont recommandé une peine d'emprisonnement allant de 30 ans à la perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle. Miller, visiblement ému, s'est adressé à la cour avant sa condamnation. Le crime de Miller et de Goodale était particulièrement diabolique. Le 2 novembre 2021, motivé par la colère suscitée par la mauvaise note que Graeber avait attribuée à Miller, les deux adolescents, alors âgés de 16 ans, ont planifié et exécuté le meurtre brutal dans le parc Chautauqua. L'audience a fourni des détails très précis sur le crime. L'agent de la division des enquêtes criminelles de l'Iowa, Trent Villetta, a décrit la découverte du corps de Graeber caché sous une bâche, avec une brouette et une traverse de chemin de fer placée par-dessus pour le dissimuler. Seules une chaussure et une main étaient visibles, ce qui témoigne de l'effort calculé pour dissimuler le crime. L'accusation a présenté un récit effrayant des événements qui ont précédé et suivi le meurtre. Les messages échangés sur les réseaux sociaux entre Miller et Goodale ont révélé leurs discussions sur le crime, notamment sur les motifs, la planification et les tentatives de dissimulation. Les enregistrements des interrogatoires de la police diffusés lors de l'audience montrent que Miller a d'abord nié son implication, puis a fini par admettre avoir été présent et avoir aidé à cacher le corps de Graeber. Toutefois, il n'a pas admis avoir commis le meurtre proprement dit. Le témoignage de Goodale, plus tôt dans la procédure, avait impliqué les deux garçons dans les coups mortels, bien que Miller ait affirmé qu'il n'avait pas attaqué physiquement Graeber. Malgré cela, leur planification détaillée et leur responsabilité partagée dans le crime étaient évidentes. À la fin de l'audience de détermination de la peine, le poids des actes de M. Miller a semblé s'abattre sur lui. Ses excuses en larmes et sa détresse visible témoignèrent d'une prise de conscience brutale des conséquences de son crime. Miller a été condamné à la prison à vie à l'âge de 17 ans, avec possibilité de libération conditionnelle, peine qui serait réexaminée au bout de 30 ans en raison de l'âge qu'il avait au moment des faits. Notre prochain enfant a essayé de tromper tout le monde au tribunal, mais il a oublié que même les murs ont des oreilles. Nous sommes à la Cour suprême de l'État de New York, où Dylan Schumacher est accusé du meurtre au second degré du fils en bas âge de sa petite amie. L'incident s'est produit à Springville, dans l'État de New York, en 2013, alors que M. Schumacher était chargé de garder l'enfant. Selon les rapports, Schumacher a frappé l'enfant à plusieurs reprises, causant des blessures mortelles. Au cours de la condamnation, Schumacher a fait preuve d'une grande détresse émotionnelle. Il a notamment plaidé et présenté ses excuses à la famille de la victime en pleurant, exprimant son profond regret et sa tristesse pour ses actes. Malgré ces remords visibles, le juge a prononcé la peine d'emprisonnement à perpétuité, soulignant la gravité du crime et la nécessité de rendre justice à la jeune victime. Un aspect particulièrement controversé de l'affaire Schumacher est l'enregistrement d'une conversation au cours de laquelle il a dit à sa mère qu'il pensait pouvoir éviter une peine sévère s'il pleurait devant le juge. Cette déclaration, enregistrée lors d'un appel téléphonique en prison, a été diffusée au tribunal et a probablement influencé la perception du juge quant à la sincérité de Schumacher. Le juge a pu considérer sa démonstration émotionnelle comme une tactique de manipulation plutôt que comme l'expression d'un véritable remords, ce qui a eu un impact sur la sévérité de la peine. Il a été condamné à une peine allant de 25 ans à la perpétuité. En 2006, Brian Draper et Torrey Adamczyk ont été arrêtés et inculpés de meurtre au premier degré et de complicité de meurtre au premier degré pour le meurtre de Cassie Jo Stoddart. Draper avait 16 ans au moment du meurtre. Malgré leur jeune âge, ils ont été jugés comme des adultes et condamnés lors de procès distincts en 2007. Brian comparaît devant le tribunal du comté de Bannock, dans l'Idaho, pour connaître sa sentence. Brian Lee Draper et son ami Torrey Michael Adamczyk ont été condamnés pour le meurtre brutal de leur camarade de classe, Cassie Jo Stoddart, en 2006. Draper, alors âgé de 16 ans, et Adamczyk, 17 ans, ont méticuleusement planifié et exécuté le meurtre, qui a choqué leur communauté de Pocatello, dans l'Idaho. Brian a dit les mots suivants à propos de son meurtrier. « Si je n'avais pas rencontré Torrey, cela ne serait jamais arrivé. » Lorsque Draper a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, sa réaction a été un mélange de choc, d'incrédulité et peut-être de résignation. Les rapports suggèrent que Draper est resté relativement calme pendant l'audience de détermination de la peine, mais son comportement cachait probablement un tumulte d'émotions qui faisait rage en lui. L'implication de Draper dans le meurtre méticuleusement planifié de Cassie Jo Stoddart a révélé un aspect inquiétant de son caractère et de son état d'esprit à l'époque. La planification méticuleuse, le manque d'empathie et l'exécution froide de leur plan dressent le portrait d'un individu troublé et dangereux. La condamnation à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, aurait sans aucun doute été un moment difficile pour Draper, car elle signifiait la perte irrévocable de sa liberté pour le reste de sa vie. Contrairement à une peine à durée déterminée,
Une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle n'offre aucun espoir de libération, laissant Draper confronté à la dure réalité de passer le reste de ses jours derrière les barreaux. La réaction de Draper à sa condamnation a été un mélange de remords pour ses actes, de regrets pour les conséquences irréversibles, et peut-être d'un sentiment de résignation face à la réalité de son destin. La gravité de son crime et la sévérité de la peine l'auraient obligé à faire face à l'énormité de ce qu'il avait fait et à la vie qu'il avait perdue à cause de ses actes. L'enfant suivant était tellement passionné par le meurtre qu'il était étonnant qu'il n'ait pas tué plus tôt. Nous sommes au Cole County Circuit Court, dans le Missouri, où Alyssa Bustamante a plaidé coupable de meurtre, au second degré et d'action criminelle armée le 10 janvier 2012. En janvier, Alyssa Bustamante, 18 ans, a reconnu avoir commis un meurtre au second degré et une action criminelle armée dans le cadre du meurtre d'Elizabeth Holten en octobre 2009 à St. Martins, une ville rurale proche de Jefferson City. Initialement accusée de meurtre au premier degré, Bustamante a opté pour des charges moins lourdes afin d'éviter un procès et la perspective d'une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À 15 ans, Bustamante a avoué avoir étranglé Elizabeth, l'avoir poignardée à plusieurs reprises et lui avoir tranché la gorge. Elle a guidé les autorités jusqu'à la tombe improvisée d'Elizabeth, cachée sous des feuilles dans les bois avoisinants. Avant le prononcé de la sentence, M. Bustamante s'est adressé à la famille d'Elizabeth, exprimant de profonds remords et le souhait de réparer cette tragédie. Au tribunal, Mme Bustamante a présenté ses excuses à la famille Holton en déclarant « Si je pouvais donner ma vie pour qu'elle revienne, je le ferais. Si je pouvais donner ma vie pour la ramener, je le ferais. Je suis désolé. » Les avocats de Mme Bustamante ont déclaré que sa dépression, ses tentatives de suicide et la prise de Prozac l'avaient rendue plus susceptible d'agir violemment. Les procureurs l'ont toutefois décrite comme une chercheuse de sensations fortes sans remords, soulignant des actes prémédités tels que le creusement de tombes à l'avance et la manipulation de sa jeune sœur pour attirer Elizabeth à l'extérieur lors de la nuit fatidique. Le sergent David Rice, de la patrouille routière de l'État du Missouri, a raconté au tribunal que l'adolescent avait manifesté une curiosité glaciale à l'égard de la sensation que procure le fait d'ôter la vie à quelqu'un. Le procès s'est achevé après plusieurs jours de témoignages dans une modeste salle d'audience de la capitale du Missouri. Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque le procureur Mark Richardson a plaidé avec passion en faveur d'une condamnation à perpétuité pour Bustamante, décrivant le motif du crime comme insensé. Pendant le plaidoyer de M. Richardson, les grands-parents de M. Bustamante ont brusquement quitté la salle d'audience, ce qui a provoqué une rare manifestation d'émotion de la part de l'accusé qui était resté stoïque tout au long de la procédure. L'audience de détermination de la peine a été chargée d'émotion, avec des références répétées aux entrées du journal de Bustamante, décrivant le meurtre comme « amazing » et « pretty enjoyable ». Le témoignage de son frère a cependant été la preuve irréfutable. Pour tenter d'atténuer la sévérité de la peine, la défense de Mme Bustamante a mis l'accent sur son éducation difficile, citant des antécédents de dysfonctionnement familial, des problèmes de santé mentale et une tentative de suicide antérieure. Des experts en santé mentale ont témoigné des troubles psychologiques de Bustamante, notamment de la dépression majeure, du trouble de la personnalité borderline et des premiers signes de troubles bipolaires. La défense a également suggéré un lien entre la prise de Prozac par Bustamante et l'escalade de son comportement violent, ce qui a été réfuté par les experts de l'accusation. Les détails du crime sont apparus au cours de l'audience, révélant des actes prémédités tels que le creusement de tombes à l'avance et la manipulation de sa jeune sœur pour attirer la victime à l'extérieur. Le journal intime de Bustamante, décrivant graphiquement le meurtre et les émotions qu'elle a ressenties par la suite, a été présenté comme preuve, soulignant encore la brutalité du crime. La mère d'Elizabeth, Patty Price, a déclaré qu'elle détestait Bustamante pour avoir tué sa fille. Des représentants des forces de l'ordre ont témoigné des tentatives de Bustamante d'induire en erreur les enquêteurs et la communauté après le meurtre, ajoutant des couches de tromperie à une affaire déjà troublante. L'audience de détermination de la peine a permis de mieux comprendre les troubles psychologiques de Mme Bustamante et la nature odieuse de son crime, laissant dans son sillage une communauté en proie au choc et à la tristesse. Elle a finalement été condamnée à la perpétuité. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes sur votre écran.